挽回水無月 Le Bankai de la première Kenpachi se dévoile enfin afin de réveiller Zaraki dont la force est endormie depuis trop longtemps. Maintenant entouré d'ennemis surpuissants, le plus fort des capitaines de la cour peut retrouver sa puissance inégalée et devenir Zaraki Kenpachi, le plus fort Shinigami. Bienvenue à tous dans l'analyse détaillée du 10e épisode de la saison finale de Bleach. Si vous pensez avoir loupé des détails importants pour la suite de l'œuvre, que vous soyez expert du manga ou que comme moi vous découvrez les épisodes chaque semaine, vous êtes au bon endroit. Cet épisode explique enfin la véritable puissance de Kenpachi, revenant sur 20 ans de récits décousus, et je vous explique tout ça. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour être sûr de ne louper aucun épisode à venir. Vous êtes prêts? Pour pouvoir faire exister quelque chose dans ce monde, il faut avant tout savoir la nommer. 頼む、ソウルソサイティを守ってくれ。黒崎一護、封じられしクイーンシーの王。運命の砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ている。さようなら世界でただ一人私を喜ばせた人よ。 Avant de commencer, great news, comme dirait Oetsu, puisque l'épisode 12 et 13 de la première partie de la saison finale de Bleach sortiront en simultané ce 26 décembre prochain dans un méga épisode de 1 heure. Une saison qui, je le rappelle, devrait être diffusée en 4 parties d'environ 12-13 épisodes chacun pour atteindre normalement un total de 52 épisodes. D'ailleurs, celui-ci de Battle, le 10e épisode de cette première partie, qui reprend le titre du coup du volume 59 de Bleach, mais également son chapitre 526. Un épisode du coup coupé en deux avec la partie Unohana et Zaraki qui devient véritablement enfin Kenpachi, et la seconde partie avec Ichigo et Renji qui vivent leur meilleure vie avec les Zanpakuto. Cet épisode il est très important selon moi puisqu'il va revenir sur la philosophie principale de Bleach, et pour cela, rien que pour ça, je dois absolument faire cette vidéo parce que c'était quelque chose dont je voulais vous parler lors de mes analyses d'arc par arc, mais qui par manque de temps, je n'avais pas pu faire. De ce fait, je vous prie de rester avec moi juste le temps de cette explication au moins, parce que vraiment pour moi c'est le plus important de Bleach. Si il devait y avoir qu'une seule chose qui devait être retenue de l'œuvre de Tite Kubo, c'est cette philosophie. Alors on y vient, et pour la comprendre, il faut déjà se pencher sur le combat entre Unohana et Kenpachi, qui va être davantage conjugué dans le passé et qui n'a que très peu d'intérêt dans le temps présent, si ce n'est d'être les conséquences finalement d'un combat qui n'était pas achevé il y a plus de 100 ans maintenant. Alors le crime de Unohana, j'avais théorisé la semaine dernière que c'était qu'elle n'avait pas osé tuer Zaraki, mais finalement c'est complètement l'inverse, puisqu'en réalité Zaraki était même beaucoup trop fort pour celle qui pourtant était inégalée, celle qui était la Master Kenpachi depuis plus de 1000 ans, celle qui a créé la 11e division, la matriarche des Kenpachi en personne Unohana Yashiru, et pourtant Zaraki la déboîte alors qu'il a 10 ans. Ce sont des choses qui arrivent. Ça nous explique également pourquoi, en effet, lors de son flashback avec sa vice-capitaine qu'il trouve dans le 79e district du Rukongai, il avait déjà sa cicatrice, etc. Et c'est du coup des années après qu'il ait rencontré Unohana et qu'il ait soi-disant gagné, perdu contre elle, on va y venir, et que c'est pour ça qu'il donne du coup son nom de Yashiru à sa vice-capitaine, le seul nom qu'il admirait. Alors, il y a une belle chose qui toutefois est racontée dans cet épisode, c'est l'idée de se auto-brider soi-même face à la déception. En effet, Unohana ou Zaraki sont des personnages beaucoup trop forts pour ce monde cruel, c'est Saitama, et ils sont déprimés parce qu'il n'y a personne qui leur apporte la joie du combat. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi Zaraki est en effet le capitaine le plus puissant de Soul Society, et pourquoi? Simplement parce qu'en réalité il est bridé. Alors c'est une mécanique intelligente de la part de Tite Kubo parce que c'était un peu la seule explication possible pour nous faire avaler la pilule que Zaraki devait avoir un power-up de malade mental, lui qui d'ailleurs n'a ni Shikai ni Bankai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes Zaraki Kenpachi.
pas encore. Vous êtes Zaraki. Vous voyez une meuf, vous commencez, hop, à la planter au niveau des poumons et tout ça, vous dominez. Et là, vous paniquez parce que vous vous dites, merde, c'est la seule personne qui me donne une véritable sensation de combat, quelque chose qui, du coup, le personnage va évoquer aujourd'hui des centaines d'années plus tard. Il dit, cette sensation de tomber dans les vapes tellement c'est excitant, je ne l'ai pas eu depuis ce combat-là. D'ailleurs, cette tombée dans les vapes va prendre un sens tout particulier grâce au potentiel de Kaido, de soin de Unohana. Mais on y vient. Face à tant de facilité déconcertante, qu'a fait le corps de Zaraki? Il s'est auto-régulé, il s'est bridé, parce que, après avoir battu 150 milliards de gars, c'est ce qu'il disait d'ailleurs lorsqu'il avait rencontré sa vice-capitaine, au tome 13, il s'emmerde quoi, vraiment il s'emmerde complètement, jusqu'au moment où Unohana arrive et lui donne du fil à retordre, mais elle est trop faible. Là, le corps de Zaraki s'est dit, mon ref, tu sais quoi, régule-toi toi-même, bride-toi inconsciemment et dis-toi que finalement comme ça vous avez le même niveau, comme ça il n'y a pas de déception, parce que là on y était quoi, il y avait enfin quelqu'un qui était capable de nous affronter, mon petit refiton, alors bride-toi, c'est le seul moyen de trouver quelqu'un à ton niveau finalement, c'est de baisser ton niveau. Voilà, t'es juste un stremon. Donc, c'est ce qu'a fait Zaraki Kenpachi. Il s'est en réalité endormi depuis ce combat-là. Tout simplement parce qu'il avait peur qu'en tuant Unohana, il n'aurait plus personne à affronter, ou en tout cas, qui lui permettrait de ressentir la joie du combat, l'effervescence d'un duel. Et c'est en cela, du coup, le véritable crime de Unohana, c'est d'avoir rendu Zaraki nul, rincé. Et quand on dit nul, rincé, il est devenu juste un capitaine extrêmement puissant. Et être un capitaine extrêmement puissant, c'est rincé pour les Kenpachi. Ils visent beaucoup plus haut, des hauteurs que le personnage de Unohana va dire elle-même dans cet épisode, des hauteurs inégalées. Alors, la Kenpachi originelle, justement, a trouvé un moyen de le débrider. Et c'était un petit peu son rôle, elle savait qu'elle devait conjurer son crime qu'elle a commis il y a 100 ans. C'était pour cela que le nouveau capitaine de la première division, Kyoraku, lui disait d'aller affronter Kenpachi. C'est d'ailleurs pour ça que Tenjiro lui disait, il y a 2 épisodes, que ce que tu devrais faire, c'est pas vraiment soigner. En réalité, l'arc narratif de Unohana est complètement terminado. Elle doit clamser, elle doit réparer ses erreurs, et pour cela, elle a trouvé un moyen qui, narrativement, est assez excitant. Elle va du coup péter la gueule à Zaraki, qui est beaucoup trop nul depuis tout ce temps-là, même s'il y a eu des occurrences, et elle le rappelle, face à par exemple aux Zarankar ou face à Ichigo, Kenpachi était au bord du réveil finalement. Mais c'était pas suffisant. Parce que ce genre de combat-là, et pour qu'ils comprennent qu'ils soient complètement en train de Nehes, Zaraki Kenpachi doit le ressentir des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est ce qu'elle a décidé de faire grâce à ses pouvoirs de guérison. En réalité, c'est le fait qu'elle pète la gueule à Kenpachi un nombre innombrable de fois, mais qu'en réalité, elle le soigne directement après. C'est pourquoi Zaraki a l'impression à chaque fois, il le dit, de clamser, mais que d'un coup, il revient à la vie et il comprend pas pourquoi. Il a l'impression de renaître et qu'à chaque fois, il est un peu plus fort. C'est parce qu'à chaque fois, il perd, à chaque fois, il est trop nul face à Unohana. Du coup, son corps s'auto-régule. Et du coup, son corps lui redonne la compétence de se battre. Et lui dit, là, il y a un adversaire qui est pas mal, là, donc mon ref au réveil. Et pourcentage par pourcentage, défaite après défaite, tout cela dans un laps de temps qui semble assez court, Zaraki devient finalement plus fort qu'Unohana et se réveille pour la première fois de sa vie depuis qu'il avait genre 10 ans, là. Et il devient un stremon. Pour ceux qui ont lu le manga, s'il vous plaît, ne me spoilez pas, mais je sais pas si c'est vraiment le plus fort du plus fort, mais en tout cas, ça en a pour le moment tout l'air. Et j'aime beaucoup l'idée que Unohana conclut son arc narratif autour de ses pouvoirs de guérison à la fois dans le passé en disant que c'était sa manière de se brider. Si Kenpachi lui s'auto-régulait parce qu'il avait peur de perdre, elle avait pas besoin de brider sa puissance parce que il lui suffisait tout simplement de se laisser se faire battre pour ensuite se soigner. Et c'est comme ça qu'elle est en fait devenue une énorme stremon en soins. Les plus grands sortilèges de soins finalement des 13 divisions résultent plutôt d'une frustration d'échec. D'autant plus que du coup les soins sont dans le temps présent utilisés pour faire ressusciter Zaraki autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que il gagne. たとえルーツを知って戻ってこれなくなったとしても Mais alors, à sa défaite, Unohana dit 2 choses très importantes à Zaraki Kenpachi. La première est une façon également de s'adresser aux lecteurs et de leur dire ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis morte que Zaraki du coup n'aura plus personne à qui combattre et que de ce fait il va encore à nouveau se brider. Non, parce que cette fois-ci les choses ont changé. Il a de son côté, comme par exemple Ichigo, des gens qui sont capables de se mesurer à lui. Et plus encore, et elle le dit, je trouve ça assez brillant, tu as même désormais aujourd'hui un adversaire de taille. Et ça c'est dit en montrant le giga roi. Zaraki Kenpachi va pouvoir s'illustrer au combat grâce à une chose qui est du coup la seconde évoquée par Unohana, c'est
son Zanpakuto, qui ça y est l'appelle. Une voix qui ne serait pas sans rappeler sa vice-capitaine, c'est pas une voix d'animal qui dirait Kenpachi, viens là mon bro, on va tout donner. C'est pas la voix de Rubilax quoi. Ça nous ouvre sur quelque chose qui pour moi, et c'est ce que je vous disais du coup il y a quelques minutes, est la philosophie la plus importante de tout Bleach. Et je sais que je tease un petit peu mon affaire, mais pour la comprendre encore définitivement et parfaitement, il faut juste qu'on parle très rapidement de Ichigo qui a échoué chez Oetsu, le créateur de Zanpakuto, qui lui dit que t'es pas vraiment un Shinigami mon ref. Alors c'est le seul passage du manga que j'ai lu avant de voir son adaptation en animé, puisque c'était censé être dans l'épisode précédent. Le passage que j'ai découvert dans l'animé commence à partir de la victoire de Renji, donc j'ai été très surpris. Et je réalise que Oetsu est ce genre de personnage toujours froid mais également très juste, c'est-à-dire qu'il dit des choses un petit peu sévères à Ichigo, mais qui sont pour son bien. Et c'est, je trouve, tout l'intérêt de cette division 0 qui est très bien exécutée. Le but de la division 0, c'est de soigner à la racine, de reprendre les choses dès le début. On avait vu ça avec Tenjiro qui disait que les soins n'étaient pas suffisants et qu'il fallait carrément faire peau neuve, on t'enlève tout le sang, on te remet du sang neuf. On avait vu ça avec la nourriture qui n'était pas de la simple nourriture mais carrément des âmes neuves artificielles, et maintenant ça avec les Zanpakuto, et Oetsu a sans doute très raison, tout le postulat de Bleach se repose sur un fondement erroné. Ichigo n'est pas un Shinigami, et qui a surtout une mère Quincy qui n'est normalement pas trop en adéquation avec les idéaux de Soul Society. Et pour cela du coup, encore une fois, on va reprendre les choses dès le début et on va se dire on recommence à zéro, tu vas retourner dans ton passé, et c'est là, mesdames et messieurs, que rentre selon moi la philosophie principale de Bleach. Quelque chose dont j'aurais énormément aimé vous parler au volume 23, plus particulièrement à la toute fin. Une phrase qui prend toute son importance lorsqu'on sait qu'en réalité, elle clôt également le chapitre 0. Tite Kubo ici, je pense, a mis la pierre angulaire de tout son récit, puisque à partir de cet instant, on est avant le chapitre 1, clairement souligné par la présence de ce chapitre unique de 0, qui se finit avec donc cette phrase: la force qui brise le destin, certainement, ressemble à une épée que l'on manie. Et c'est, je trouve, absolument magnifique, qui résume absolument toute l'idée de l'œuvre de Tite Kubo, à savoir qu'il existe en nous une force que l'on peut matérialiser d'une façon quelconque. On ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas comment la nommer, mais elle existe et c'est une force qui est capable de changer le destin. Cette force-là, elle se retrouve du coup chez Ichigo en tant que protagoniste de shonen, c'est d'ailleurs tout ce qui le caractérise au mieux, c'est quelqu'un qui doit briser les rouages du destin en utilisant une épée qu'il va manier, mais une épée qui finalement n'est que le fruit de son âme. Il n'a pas d'épée de base, il a juste une gigantesque méga épée, comme tous les Shinigami, qui se matérialise uniquement psychiquement. De ce fait, l'épée que l'on manie, c'est notre force de briser le destin, c'est la matérialisation d'une ambition et d'une volonté que nous avons d'aller de l'avant et de changer les choses. Je trouve ça magnifique, et c'est en cela que du coup Zaraki Kenpachi entend son Zanpakuto, et que c'est tout l'intérêt de ce personnage qui est teasé, et je suis trop content de pas savoir, je vous prierai vraiment de pas me spoiler en commentaire, de connaître l'étendue de son Bankai, de son Shikai, mais surtout le nom de son Zanpakuto, parce que, et c'est quelque chose que j'avais dit, c'est très marxiste, à savoir que dans son Capital, Marx a dit « nommer, c'est faire exister ». Et c'est absolument toute la philosophie de Bleach. Un manga très cartésien mais également très marxiste, parce que en nommant, les Shinigami font exister leur force qui peut changer le destin, et elle se manie sans aucun doute comme une lame. De ce fait, ça me replonge à l'époque où on voyait le sorte de gorille chimère qui était le Zanpakuto de Renji, une idée que Tite Kubo semble avoir oublié un peu au fil du temps, mais qui aujourd'hui reprend forme avec potentiellement l'identité du Zanpakuto de Zaraki Kenpachi, mais également d'Ichigo. Parce que je suis convaincu que Zangetsu, et maintenant qu'il est brisé, maintenant que Ichigo a échoué, va avoir un rôle plus important que celui de Renji. C'est juste un subterfuge pour nous faire croire que Renji a mieux réussi qu'Ichigo. En réalité, il a juste réussi, tandis qu'Ichigo va devoir reculer d'un pas pour avancer de 2 pas encore plus haut, comme Zaraki, dans des sphères encore inégalées. Et que ce soit Zangetsu ou le Zanpakuto de Zaraki, je suis convaincu qu'ils auront une importance capitale pour la fin du récit, parce que tout l'intérêt est là. Peut-être que vous avez une force en vous, et elle se matérialise du coup, selon Tite Kubo, comme une lame, parce que c'est l'intérêt de son manga, mais elle peut se matérialiser en plein de choses. Et pour finir cette analyse, je vais vous lire ce que j'avais écrit à l'époque et que je n'avais pas pu sortir. Du coup, on va conclure là-dessus. Alors, un grand merci encore de suivre mes analyses. J'aime beaucoup ce qui se passe dans cette saison finale de Bleach, et j'aime encore plus le partager avec vous. C'est un big plaisir. Si vous le partagez, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et je vous dis à la prochaine. Voici selon moi tout ce qui fait l'intérêt de Bleach par Tite Kubo. La force qui brise le destin, certainement, ressemble à une épée que l'on manie.
Et c'est sans doute la phrase la plus importante de tout le manga. Le destin, qu'on retrouve tant de fois depuis les Quincy et les méandres boueux que l'on appelle la destinée déjà nommée au tome 4, ce destin est un fatum et par définition ne peut être changé. Or, tout Bleach s'articule autour d'un destin immuable qu'Ichigo brise depuis qu'il est Shinigami. Je peux même rajouter maintenant depuis que son existence est conjuguée au pluriel avec les Quincy, etc. Et depuis qu'il est donc Shinigami, il a une épée qu'il manie. Mais cette épée n'est pas forcément un sabre, c'est cette force que nous avons tous qui peut changer le destin. Si Kubo insiste autant dessus, ce n'est pas pour nous dire qu'Ichigo peut changer le sien une fois devenu Shinigami. Non, c'est un propos selon moi très engagé, adressé au lecteur qui veut que lorsqu'on arrive au volume 23, nous en avons vu des lames. Et aujourd'hui d'ailleurs, encore beaucoup plus, arrivé presque au tome 60. On en a vu de toutes les formes et de toutes les couleurs. Voilà, elles peuvent prendre, et c'est très important, le visuel que l'on souhaite. Cette force, on l'a compris, nous l'avons tous en nous, quelque part. Cette épée, nous pouvons tous la manier, mais il nous suffit seulement de réussir à la nommer.